biathlon, c'est vraiment cette dualité entre le ski de fond où il faut savoir aller vite, aimer le goût du sang dans la bouche, et puis accepter que les muscles se chargent en acide lactique, arriver au pas de tir et vraiment totalement switcher d'état d'esprit, se calmer, gagner en lucidité pour faire le travail et basculer les 5 palettes. Salut Marie-Laure, Salut Loïc. bienvenue sur le podcast des Frappés. Je suis très très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que bon, tu as une activité, tu es très très occupé. Donc c'est super que tu aies pu te libérer pour partager un petit peu ton parcours, alors ton double parcours, puisque tu nous en diras plus. Mais moi j'ai trouvé ça passionnant dans ton histoire, c'est que tu as été sportif de haut niveau en biathlon, pour tout dire. Et tu es aujourd'hui coach et tu te sers de cette expérience d'ancienne athlète dans ton activité d'accompagnement. C'est deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur, donc je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu es notre premier invité qui a cette double casquette, donc je suis curieux d'entendre ce que tu as à nous raconter. Mais j'en ai déjà trop dit, donc peut-être que je te laisse te présenter, nous expliquer un peu quel a été ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Écoute, merci Loïc pour cette introduction. Moi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Alors, c'est vrai que j'ai une double casquette, puisque pendant 10 ans, j'ai été athlète de haut niveau, donc j'ai fait du biathlon. J'ai été double médaille olympique lors de ma première participation aux Jeux olympiques, c'était en 2010. Du coup, j'ai remporté une médaille de bronze sur la poursuite et une médaille d'argent par équipe sur le relais féminin. Donc, une, une double satisfaction et des joies tellement Ouais. différentes parce que quand elles sont individuelles, c'est une chose, mais la joie partagée est d'autant plus forte et marque vraiment. Et puis, j'ai mis un terme à ma carrière en 2014. C'était aux Jeux de Sotchi, donc c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais il se trouve que j'étais en burn-out. Donc, ça faisait plusieurs années que j'avais des signaux de fatigue, mais que j'ignorais parce que en fait, je pense que j'avais pas la maturité nécessaire et le recul pour prendre mesure de la situation. Et comme je suis d'un tempérament optimiste, j'avais tendance à regarder ce qui fonctionnait bien. Et comme mon mental compensait le physique, j'arrivais encore à faire des performances et des podiums en étant en surentraînement. Donc voilà, ça a duré quelques temps au moment où mon corps m'a dit stop. C'était sur le relais féminin. En fait, je me suis effondrée sur la piste et j'étais évacuée en civière. Et donc là, en fait, ce jour-là, c'était ma dernière course, mais je le savais pas encore. En tout cas, je l'ai pas choisi, ça c'est sûr. Et, Waouh. et ouais, et ce qui s'apparente du coup à un échec ou une sortie de piste, en fait, c'est vraiment le début de la seconde partie de ma vie, puisque à partir de ce jour-là, j'ai entamé tout un processus déjà de compréhension pour identifier, conscientiser, analyser ce qui m'avait permis d'atteindre le très haut niveau, mais aussi quelles avaient été les limites, mes limites. Et voilà. Et donc, en fait, c'est à partir de cette expérience-là que j'ai pu construire la seconde partie de ma vie. Et puis, chemin faisant, j'ai vraiment pris conscience qu'on a tous en nous un potentiel de fou. Et, euh, et ça, voilà, j'ai pu déjà l'expérimenter pendant ma carrière d'athlète, parce que quand on fait du sport de haut niveau, forcément, on repousse les limites, parfois un peu trop. Donc c'est ce que j'ai expérimenté aussi, ça c'est le côté obscur. Et je me suis dit aussi que voilà, quand on n'est pas forcément bien accompagné, ou en tout cas qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment, on n'est pas toujours apte à utiliser ce potentiel, à l'activer. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers l'accompagnement mental. Et donc, j'ai suivi une formation à l'INSEP, donc à l'Institut national du sport à Paris. Où cette formation, voilà, elle a duré plus de 2 ans. Et donc, je me suis formée à l'accompagnement mental. Donc, aujourd'hui, je coach des athlètes, les staffs et aussi en entreprise, voilà, toutes les personnes qui ont des objectifs et qui ont à cœur d'allier performance et bien-être. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit aller ensemble, parce que la performance à court terme, elle est possible, mais elle peut faire des dégâts. Et alors que quand on est vraiment
dans notre centre, et ben, on peut être performant et durable. Et donc, c'est vraiment cette notion de durabilité qui m'importe aujourd'hui, quand j'accompagne des personnes. Super intéressant. Donc tu fais quelque part ce qui t'aurait toi aidé à l'époque, à rester dans la performance durable? Ouais, c'est ça, en fait, j'ai clairement, identifié que certainement ma trajectoire aurait été, autrement, si j'avais été accompagnée. Et ça vraiment c'est une démarche, personnelle, c'est une démarche que l'athlète doit avoir. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément connaissance, hem, de ça. Et oui, il y a des psychologues, des préparateurs mentaux, mais c'est pas toujours perçu d'un bon œil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accompagnement tel que je le pratique, c'est vraiment un accompagnement parce que ça prend la personne dans sa globalité, dans sa systémie, ce qui permet, par le biais du questionnement, donc je fais pas du conseil, hein, j'aide vraiment la personne à faire émerger ses ressources, ses propres ressources, à mettre en conscience, ses talents, ses savoir-faire, ce qu'elle fait de bien. Parce qu'on fait tous, hein, plein de choses très bien, on les répète, hein, mais on n'en a pas toujours Mmh. bien conscience. Et le fait de le remonter à la surface de la conscience, ça permet dans des situations d'enjeu, soumis à la pression, de pouvoir être au contact de ces ressources-là beaucoup plus facilement. Et donc, ouais, je fais ce métier parce que je pense que ça m'aurait été utile à un moment, et surtout parce que je me dis que, c'est dommage en fait, d'avoir du talent. Et vraiment il y a tout le monde, hein, nous tous, on a du talent, mais on le sait pas toujours. Et donc je trouve ça dommage de voilà, peut-être d'être un peu à côté de ses pompes une partie de sa vie, quoi. Donc c'est ce qui me Ouais. motive en tout cas dans cette pratique-là. C'est fou ce que tu dis sur, je sais pas si ça a changé, je sais pas si ce que tu en penses, si c'est propre au biathlon, mais quand tu dis que, c'était pas forcément vu d'un bon œil, l'accompagnement, tu vois, par des préparateurs mentaux, des psychologues, c'est quand même fou parce qu'on parle de haut niveau. Tu as juste mentionné tes 2 médailles olympiques, sans doute par humilité, mais tu as quand même, enfin 24 podiums, par équipe en coupe du monde. Tu as fait 10 podiums individuels en coupe du monde aussi. 9 médailles, sur des championnats du monde. Pendant 3 ans, tu étais la meilleure, tireuse hommes et femmes confondus. Donc enfin, on parle vraiment de très, très haut niveau et pour autant, il y a toute une facette, enfin qui est juste indéniable du haut niveau, qui est, le mental et le bien-être, sur lequel visiblement, enfin, il y a des choses qui pourraient être changées. Et c'est hyper intéressant de voir qu'on en est, on en est toujours là, tu vois? C'est-à-dire on pense, quand tu parles de haut niveau, quand on parle de haut niveau en général, on pense, préparation physique, faut se mettre dans le rouge, faut se mettre dans le dur, voilà, on parle un peu de mental, mais il y a pas forcément cette notion de bien-être. Ouais, c'est vrai que, bon, les choses bougent et puis ça dépend, vraiment aussi des disciplines, des sports. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on met vraiment, le paquet sur la préparation physique. Et puis, en fait, le développement des habiletés mentales, c'est quelque chose qui passe au second plan, sauf, dans Mmh. certaines équipes, où vraiment il y a, cette envie, d'aller, activer ce levier-là, parce que, la réalité, c'est qu'on se rend compte que, le levier physique, il est déjà bien activé, le levier, matériel, technologie, c'est pareil. Et donc, pour beaucoup aujourd'hui, la différence, elle va aller aussi se chercher, sur, cette sphère mentale. Et Ouais. moi, c'est vrai que, le biathlon, c'est clairement un sport, qui nécessite, d'avoir une bonne, conscience de ses propres schémas mentaux, parce que, arriver au pas de tir, c'est pas le bouger effectué par, la fréquence cardiaque sur, la carabine qui fait que c'est difficile. En fait, ce qui est dur, c'est toutes les pensées parasites qui arrivent en moins Mmh. de quelques secondes. Et donc finalement, qu'est-ce qui a fait que pendant des années, comme tu l'as mentionné, j'ai été la meilleure tireuse du circuit hommes et femmes? C'est parce qu'en fait, j'avais développé, des schémas mentaux qui fonctionnaient, notamment sur le tir, mais de façon totalement spontanée et intuitive. Et donc c'est assez drôle Waouh! parce qu'après quand bon, j'ai pris du recul et vraiment, de la hauteur, et que j'essaie de comprendre tous mes mécanismes, de performance, je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de choses finalement, que l'imagerie mentale, tout ça, c'est des choses que j'avais, mis en Mmh. place, comme ça, de façon totalement empirique. Donc,
et ça, bien optimisé, bien travaillé, bah, c'est clair que ça permet, d'optimiser aussi la performance. Mmh. Ah, Donc oui, c'est ouais. dingue que tu aies fait ça intuitivement. Ouais, bah, après c'est ce qui fait aujourd'hui que, lorsque j'accompagne, des athlètes, mais aussi en entreprise, bah, je comprends assez rapidement, de quoi il s'agit parce que j'ai été aussi traversée par ces expériences-là. Après, Mmh. toute expérience est vraiment propre à chacun, on est tous singuliers, mais n'empêche qu'il y a un vocabulaire commun et oui, ça me permet, d'avoir, une meilleure compréhension, des enjeux. Tu sais, tu me fais penser à une conversation que j'ai eue avec, aussi un ancien sportif de haut niveau, mais lui en triathlon, Olivier Courret, coach, qui est maintenant coach mental et hypnothérapeute à Hong Kong. Il se concentre en fait, lui, sa niche, si tu veux, c'est ça, c'est débloquer, le potentiel de ses clients en travaillant sur les schémas mentaux. Et c'est juste fou parce qu'il expliquait qu'il y a des changements, mais qui sont hallucinants, que des athlètes, Mmh. en termes d'âge, qu'on pourrait considérer comme étant en fin de carrière, en fait, arrivent à faire, tu vois? C'est-à-dire des gains de performance complètement dingues, simplement parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils avaient des croyances limitantes, des blocages, des pensées parasites, et c'est juste fou de voir, bah, comme tu dis, que tous ces athlètes qui sont à un niveau, enfin physiquement, je connais très peu le biathlon, enfin j'en ai jamais fait, mais si je vois le judo, tu vois, physiquement, voilà, tout le monde est plus ou moins au même niveau. Mais c'est sur le mental, que la différence, enfin le mental, oui, l'écologie, le mental, on appelle ça un peu différemment, mais cet aspect, heu, entre autres de visualisation, d'alignement qui fait vraiment la différence. Donc c'est marrant de t'entendre, dire la même chose, que ce cher Olivier que je salue d'ailleurs. Ouais, bah, c'est vrai que, c'est quelque chose qu'on a peut-être laissé un peu au placard, parce que ça fait peur ou parce qu'il y a aussi, je pense, des coachs, qui ont un peu eu des comportements, de gourous ou des Mmh. enfin voilà et donc forcément, ça ça laisse des séquelles. Enfin moi je dis ça parce que Ouais. ça m'arrive parfois d'avoir des athlètes qui viennent me voir et en fait qui ont eu une mauvaise expérience ou d'autres justement qui viennent pas me voir parce qu'ils ont eu déjà eu une mauvaise expérience et en fait ils voilà il y a ils ont catalogué quoi et l'idée Ouais. c'est ça en fait, c'est de dire: «Bon maintenant en fait on est là pour amener, les personnes vers l'autonomie» et ça c'est vraiment, moi un Mmh. point qui me tient à cœur. C'est voilà, c'est pour ça que je dis: «Je fais pas du conseil». Au contraire, je suis là pour, questionner, pour faire, cheminer et que du coup, bah, il y ait une émergence, et d'une meilleure compréhension de soi-même. En fait, c'est juste ça et et c'est vrai pour quand on prépare à un objectif, mais parfois juste dans certaines périodes et là, ce qui me vient, c'est, au premier confinement, Ouais. bah, typiquement la veille du confinement, le dernier athlète que j'ai eu, en séance, en présentiel, on a travaillé, justement, l'état d'esprit, dans lequel il voulait être pendant le confinement et ce qui fait que parce que c'est vrai que c'était, quand même compliqué, hein, pour, ces athlètes, là, c'était un cycliste pro donc il faut avoir une bonne gestion, hein, sur des phases comme ça et le fait qu'on les travaille ensemble, qu'il ait pu mettre des mots et des concepts, bah, c'est vrai que ça l'a aidé à bien passer cette phase et même à l'optimiser et à faire en sorte que, bah, qu'il y ait de la progression et des choses mises en place sur cette période-là et finalement, bah, c'est celui qui, enfin, en tout cas, un de ceux qui ont, bien négocié cette période et qui, à la sortie, ont pu faire une saison, une très bonne saison malgré le contexte, compliqué et Mmh. aléatoire. Donc, voilà, en fait, moi, je suis pas magicienne, hein, je suis juste là en support et on a tous besoin d'avoir quelqu'un, à un moment donné, qui se pose là comme un miroir et aujourd'hui, bah, oui, c'est ce que je pense faire, en tout cas avec les personnes que je coach. Génial. Ouais, c'est clair que j'imagine que être sportif de haut niveau et avoir l'opportunité d'être coaché par une ancienne sportive de haut niveau qui, en plus, a pu développer ses propres outils, alors qu'elle était encore en activité, sportive,
C'est pas forcément donné à tout le monde. Enfin, je sais pas d'ailleurs, tu connais d'anciens, d'ex, sportifs de haut niveau, qui ont fait une reconversion similaire à la tienne? Alors il y en a un, oui, qui se sont reconvertis dans le coaching. Finalement, il y en a beaucoup. Après, ce dont je suis certaine, c'est que pour ma part, j'ai vraiment fait le job, dans le sens où, et ça, c'est vraiment important pour moi, c'est que, je suis pas l'ancienne athlète qui distribue, des bons conseils ou la bonne parole, hein. Et je dis Ouais, ça parce qu'en fait, j'ai vraiment fait le job, et quand je dis ça, c'est, oui, je suis passée par la thérapie, je continue mon développement personnel, je suis supervisée, le superviseur, c'est le coach des coachs, c'est pour, m'assurer que ma pratique, elle est éthique, que voilà, quand j'ai des cas où qui me posent conscience ou quoi, ben, je peux, m'en référer à mon superviseur. Donc voilà, il y a toute cette démarche, plus globale, hem, qui aujourd'hui bah, me permet, d'avoir une pratique qui est cohérente et qui est vraiment éthique. Et pour moi, ça, c'est important mmh, parce que si j'avais pas fait ce cheminement-là, bah, en fait, ça serait Marie-Laure l'athlète, qui fait de la projection, au travers la personne qui est en face. Et là, c'est là où c'est compliqué parce que faire de la projection, ça voudrait dire que je pars du postulat que la personne que j'ai en face, que je coach, elle est comme moi. Mais non, on est tous singuliers. Donc, ce qui me correspondait quand j'étais athlète, bah, ne correspondra pas forcément à la personne à qui je m'adresse. ouais, Et donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui font de la préparation mentale, du coaching, sur des formations qui sont clairement très bien, qui sont certifiantes et tout ça, mais qui sont peut-être moins rigoureuses sur le développement personnel des coachs. ouais, Et pour moi, c'est ce qui fait aussi la différence. Et quand je parlais tout à l'heure après de coach un peu gourou, bah, c'est ce genre de personnes qui se retrouvent et qui pensent que, ouais, qu'ils vont tout révolutionner. Et que non, la réalité, c'est que moi, je dis toujours à mes coachés, je m'engage à donner le maximum, mais déjà, on n'a aucune obligation de résultat parce qu'en fait, je sais pas comment la personne elle va, elle, cheminer, se mettre au travail. Et puis voilà, moi je fais mon possible, mais après, c'est il y a une grosse partie, c'est l'autre qui doit faire, le chemin, quoi. Donc voilà. C'est ouais, c'est super intéressant parce que, sur cette partie coach, gourou, le fait d'être, quelque part, ce que tu as fait, c'est, ça te permet aujourd'hui d'avoir une crédibilité et d'avoir une espèce de structure. C'est pas toi dans ton coin qui t'es lancé en coaching, tu es passé par, de la formation. Hem, Tu disais que ça a duré 2 ans, Oui, puis si je me trompe pas pour toute la et je formation? continue à me former. Enfin, ça, c'est que je Oui, pense que c'est c'est justement le formateur, avec qui j'étais la semaine passée, nous a dit: «Bah, en fait, c'est, un enseignant, qui arrêterait de, bah, d'étudier ou de voilà, de progresser, ne devrait pas avoir le droit d'enseigner». Et c'est pareil pour un coach. En fait, un coach, mmh, ou en tout cas un thérapeute qui est là à accompagner les personnes, si lui-même arrête en fait, d'évoluer, ben, c'est pas clean, quoi. Donc oui, ouais, ouais, donc je continue en permanence à me former parce que, bah, aussi c'est riche et ça permet, alors j'ai pas envie de me perdre, hein, dans les outils, mais c'est toujours intéressant dans ces formations d'être avec d'autres personnes. Ça permet de croiser aussi, bah, les pratiques, et c'est toujours, chouette de pouvoir, voilà, bah, avoir ces moments de réflexion et d'évolution. et si je me trompe pas, ta formation, là, c'est pour ouvrir une petite parenthèse pour ceux à qui ça parle dans l'univers du coaching, c'est une certification accréditée ICF, c'est ça? Alors là, c'est, moi la formation que j'ai fait, c'est l'Executive Master, accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau. Donc, elle est pas, il me semble pas, hein, qu'elle soit accréditée. Alors là, tu vois, déjà ça, quand je te dis ça, ça montre, mon niveau, tu vois? Enfin, en fait, moi, je me fous un peu des bon, OK. je sais que je sais que pour certains, c'est très important, tout ce qui est, certifiant et tout ça. Hem Et moi, je me rends compte que c'est plutôt, moi, ce qui m'importe, c'est la qualité, de la formation Mmh. et des intervenants. Et voilà, c'est donc, là, tu vois, par exemple, je viens d'être certifiée en clean language.
Donc ça, c'est une formation qui est reconnue en France. Donc c'est une méthode de symbolisation. Enfin, on pourra rentrer dans le détail plus tard, mais donc là, tu vois, je viens de terminer. Donc, si tu veux, dans ma formation initiale à l'INSEP, j'avais commencé, c'est comme si j'avais l'équivalent des deux premiers niveaux. Et puis Ok, derrière, j'ai continué 3 niveaux pour pouvoir être ok. certifiée. Donc voilà, la formation que j'ai suivie, en fait, elle donne une base sur le courant de la PNL, programmation neurolinguistique, et Mhm. aussi des bases du clean. Alors après, on voit aussi d'autres outils. Mais par contre, derrière, bah, voilà, moi j'ai choisi de pouvoir développer certaines méthodes qui me parlent et que je trouve efficaces. Ok, ok. Top, ouais, c'est intéressant cette image du prof qui arrêterait de se former, qui continuerait d'enseigner. C'est vrai que c'est un peu, ouais, ça paraîtrait un peu bizarre. OK, écoute, si ça te va, je te propose qu'on rentre peut-être, on a déjà un peu pas mal parlé de coaching, qu'on rentre peut-être un peu dans le détail, un peu plus dans le détail sur le biathlon, donc cette 1re casquette que tu as eue. Hem et notamment sur, bah, le rôle du mental puisque tu disais que c'est quelque chose avec du recul maintenant qui, toi, était ta force. Donc peut-être que tu pourrais nous dire, quels sont à tes yeux, les enjeux, on va dire du biathlon au-delà de l'aspect physique? Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est quoi les aspects, compliqués de ce sport? Ou en tout cas sur lesquels, tu as pu faire la différence, notamment sur la partie mentale? Bah déjà, le premier point qui me vient, c'est donc le biathlon, c'est un sport saisonnier, dans le sens où Ouais. bah, il se pratique uniquement l'hiver. Et donc, ça veut dire aussi que la préparation est longue, puisqu'on s'entraîne 7 à 8 mois pour 4 mois de compétition. Et c'est dans ce premier aspect que le mental entre en jeu, parce que toute la phase de préparation, donc c'est 8 mois, c'est de mai, ouais, non, ouais, avril-mai, jusqu'à fin novembre à peu près. Et bah là, toute cette phase-là, c'est long parce que c'est là où on fait le plus gros volume d'entraînement pour pouvoir justement être en capacité d'encaisser les successions de courses l'hiver, puisque le programme est très chargé et dense l'hiver, puisque en Coupe du Monde, on court 3 jours par semaine pendant 3 semaines consécutives, donc c'est quand même bien intense. Ah oui. Et donc la phase de préparation est hyper importante. Et c'est vrai que déjà à ce moment-là, c'est important d'avoir notre mental comme allié, parce que les derniers mois de préparation, c'est long, dans le sens où on a tout fait, en tout cas du mieux qu'on pouvait, en général. Mais parfois, il y a eu des blessures au travers ou voilà, des imprévus. Et la chose, c'est qu'on ne sait jamais, même s'il y a des petits chronos qui sont faits, on ne sait pas où c'est qu'on en est dans notre forme physique. Ouais. C'est difficile de se jauger. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut quand même garder une forme de foi et d'envie. Alors l'envie, en général, elle est là. Enfin, pour ma part, c'était pas un souci. J'avais toujours envie d'aller m'entraîner. Mais c'est de garder confiance euh, dans le travail qui a été effectué. Et le pire, ça serait de tout remettre en question dans la dernière ligne droite. Donc ça, c'est vraiment le Mmh. premier enjeu du côté du mental. Et Mais puis, parce que c'est vrai que du coup, tu peux pas pardon, excuse-moi, je te coupe, mais sur ce point, c'est super intéressant parce que tu peux pas vraiment au-delà des chronos, mais bon, je sais pas s'ils veulent dire grand-chose parce que vous vous entraînez tous dans des conditions différentes, sur ces 8 mois. Donc ça veut dire que tu as aucun moyen vraiment de savoir, avec précision comment tu te situes par rapport à tes compétitrices principales, sur le reste du circuit? ouais, c'est ça, c'est hyper compliqué. Donc, parfois, on a des compétitions, notamment en Norvège l'été, qui réunissent, on va dire, les top athlètes mondiaux. Mais ça reste sur du ski roue, des formats bien particuliers. Et donc, ouais, on arrive comme ça en début de Ouais. saison. Et c'est vrai qu'on a à la fois envie d'enfiler ce dossard, mais il y a toujours cette petite crainte. Voilà, il y a besoin d'aller se Mmh. rassurer. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis le second point, bah, c'est sur la notion du tir, puisque le biathlon, c'est vraiment cette dualité entre le ski de fond où il faut savoir aller vite, avoir aimer le goût du sang dans la bouche, et puis accepter voilà que les muscles se chargent en acide lactique,
et puis, arriver au pas de tir et vraiment totalement switcher d'état d'esprit. Parce qu'en moins de 30 secondes, il faut arriver à se calmer, gagner en lucidité pour faire le travail et basculer les 5 palettes. Donc, l'enjeu, il est à ce moment-là d'arriver à passer d'un fondeur, quelqu'un qui est voilà, qui est à fond sur ses skis, qui joue le chrono, à une personne calme et lucide. Parce que le chrono, lui, continue de tourner et pourtant, il faut arriver à faire le vide pour se focaliser sur la manière. Et quand je dis la manière, c'est pour moi, c'est ce qui fait la différence sur le pas de tir entre un athlète qui reste focalisé sur ce qu'il a à faire techniquement, donc c'est deux trois points techniques qui lui permettent de basculer les 5 balles, enfin les 5 palettes, et puis celui qui se laisserait embarquer par son mental, parce que quand on arrive au pas de tir, notamment sur des courses où, comme la poursuite, la mass start, où on voit en temps réel ce qui est en train de se passer et où est-ce qu'on se situe dans la course, ben là en fait l'ego fait que d'un coup, on arrive à faire tous les schémas de course possibles et inimaginables en quelques secondes. Et en fait, le risque, c'est de s'embarquer, se laisser embarquer là-dedans et de passer, totalement à travers de son tir. Et voilà, et du coup, c'est là où quand je parlais de pour moi, le mental, c'est lié avec l'humilité. C'est cette capacité à faire le reset, avant chaque course, de revenir sur les fondamentaux. Et pour moi, les fondamentaux, c'est, bah, une fois que tu t'es entraîné, bah, voilà, 1000 fois, 10 000 fois, enfin maintes et maintes fois, parce que la répétition permet l'intégration. Donc c'est vraiment par la répétition que l'intégration de nouvelles compétences, est possible. Et une fois que tu as fait ça à l'entraînement, l'enjeu, il est de faire juste ce que tu sais faire. Et Mmh. et c'est souvent ce que je dis, aux athlètes que je coach, c'est en fait, ça sert à rien de vouloir surjouer, surjouer ça sert à rien, mais fais au moins juste ce que tu sais faire, quoi. Mais faire moins, c'est pas bon non plus, quoi, donc et pour faire ça, il faut déjà avoir conscience de ce que tu fais de bien et donc c'est concrètement, techniquement, qu'est-ce que tu mets en place? Donc moi sur le tir, je me concentrais sur deux trois points. Ma visée, donc c'est avec mon œil que je vais, bah, aller chercher, la cible. Après, je le synchronise à ma respiration et à mon lâcher. Le lâcher, donc c'est le doigt. Et en fait, de OK. en permanence répéter ces gestes-là et de uniquement me focaliser sur ça, ça me permettait d'être dans le bon tempo et de, voilà, chaque balle faire le job. Et la difficulté, elle est là parce que, bah, tu vois, enfin, si tu regardes le biathlon, tu vois souvent même, des super athlètes, des top athlètes qui d'un coup, se mettent un passage, à vide sur le pas de tir, mais parce qu'à Mmh ce mh. moment-là, il y a un truc qui s'est pas connecté, quoi. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est ma vision et je détiens pas la vérité, mais à mon sens, ce qui te permet de mettre les balles au fond de la cible, c'est vraiment de rester concentré sur l'exécution. Et c'est la même chose, en entreprise, c'est la même chose dans d'autres sports et à un moment, heu, c'est pas le fait de penser au budget que tu dois atteindre qui va te permettre de le réaliser. Non, c'est entre Mmh. temps, qu'est-ce que tu fais, en fait? Et concrètement, au Ouais. quotidien, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour garder ce cap-là? Et donc c'est vraiment cette idée, oui, on regardera le résultat après coup. Donc et ça, c'est le plus dur parce que l'ego et ça, c'est on est tous, pour le coup, on est tous, similaires sur ce point de vue-là, sauf les sages, hein, qui qui ont dépassé ce stade-là, mais en fait, notre ego vient en permanence essayer de nous perturber. Et alors justement, tu parlais tout à l'heure, des outils que tu avais développés intuitivement. C'était quoi exactement ces outils? Parce que c'est vrai que ça paraît, c'est pas que ça paraît facile, mais, tu vois, quand on dit, voilà, ce que tu viens de nous expliquer, rester concentré, sur l'objectif et pas se laisser parasiter par des pensées, mais enfin, si je t'imagine toi, tu vois, aux Jeux olympiques, avec, la pression, les caméras, les années d'entraînement et cetera, heu, je suppose que les tentations, enfin, sont fortes de penser à autre chose quand tu arrives sur le pas de tir. Donc, Bah, comment tu faisais figure-toi que pour, non. vraiment rester, Bah, ah ouais? non, justement, tu vois, quand je alors il se trouve que la poursuite des jeux olympiques, je fais le 20 sur 20, donc tu vois, mais je savais, en fait, je savais que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je fasse le 20
si je voulais monter sur la boîte, quoi. Donc, si tu veux, là, j'étais partie sixième parce qu'au sprint, j'avais terminé sixième. Donc, là, je savais Ouais, que il fallait le 20, tu vois. Et donc, alors moi, déjà, j'avais une stratégie de veille de course où je visualisais, bon, bien évidemment, les parties de la piste qui étaient primordiales, tu vois, là où j'allais pouvoir aller chercher des secondes ou en tout cas ne pas en perdre, là où j'allais pouvoir me récupérer. Donc, bon, voilà, ça, c'est quelque chose que je faisais. Mais surtout, je visualisais mes tirs. Donc, en fait, je visualisais comme si j'étais en train de tirer. Donc, je me voyais pas en métaphysique, hein, tu vois, j'étais vraiment en moi et je voyais tous les gestes, mon arrivée au pas de tir, regarder le petit drapeau, le fanion qui indique la force du vent. Bah, tu vois, j'imaginais tout ça et je me voyais distiller mes balles, une balle après l'autre. Et en fait, je visualisais, à ce moment-là, j'envoyais la bonne info à mon cerveau dans le sens où je faisais les bons gestes et je voyais les palettes basculer. Et donc, si je faisais un sprint le lendemain, bah, je visualisais mes 5 balles couchées, 5 balles debout, et la même chose pour les autres courses. Et par contre, si je me laissais embarquer par mon mental, et que, admettons, je visualisais une mauvaise cible, et ben là, je reprenais tout le processus du début, parce que j'avais compris qu'en fait, la pensée est créatrice, et qu'il fallait donner la bonne info au cerveau, tu vois. Et donc, déjà, comme ça, en fait, je me mettais dans le bon état d'esprit. Et par contre, bah, ce qui faisait la différence le jour de la course, c'est que j'avais une telle volonté que j'arrivais à rester là-dedans, malgré l'enjeu et tout. Tu vois. Et pour moi, c'est vraiment là-dedans que la diff, elle se fait. Et c'est ce que, quand je parle avec des biathlètes, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, en fait, c'est pas facile. À la fois, c'est pas difficile parce que techniquement, arrivé à un certain niveau, tout le monde s'est tiré. Mais par contre, les balles, elles vont pas tomber toutes seules, quoi. Et donc, il faut vraiment se battre, tu vois. Et moi, je me mettais dans l'état d'esprit d'une guerrière, quoi. Je lâche rien, tu vois. Et je savais que c'était intense mentalement. C'était, ouais, 20-30 secondes sur un tir, mais qu'il fallait que je sois toute là, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai cultivé à chaque séance d'entraînement et ce qui m'a permis de pouvoir assez rapidement le mettre en place, là où d'autres, en fait, psychotent. Et tu vois, c'est le terme qu'on utilise en biathlon, c'est en fait, ouais, j'ai psychoté. Bah oui, en fait, c'est quand tu commences à tout remettre en question, alors que tu as un truc qui est assez ouais. basique à faire et qu'il faut juste le faire. Mais vu que c'est juste ça à faire, bah, c'est ça qui devient compliqué, quoi. Et donc, ça fait un sport où parfois tu te tortures l'esprit, quoi. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre ça assez rapidement, parce que dans mes premières années, euh, et ben, il y a un hiver où toutes les séances, je mettais les balles, je ratais très peu de balles à l'entraînement. Et arrivé en course, et ben, je passais à côté. Et je me suis dit, non, mais attends. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'il y avait un truc à développer. Et plutôt que de partir dans la cogitation et de tout remettre en question, ça, je pense que ça a été une force à ce moment-là. Je suis pas rentrée dans ce jeu-là à me dire je vais tout remettre en question, mais je me suis dit, non, en fait, c'est juste qu'il faut que tu te bottes les fesses, quoi. Et donc, j'ai cranté mentalement sur les courses. Et après, j'ai validé que oui, c'était cette attitude-là qu'il fallait avoir. Et donc, oui, ça, par contre, quand tu fais 3 courses par semaine, ça demande un gros engagement mental parce que ça coûte vraiment, ça coûte énergétiquement de se concentrer à ce point-là. Sur ta médaille individuelle, tu avais fait le même exercice de visualisation? C'est-à-dire que Ah ouais, ouais. tu as eu ce que tu visais? Bah, en fait, il y avait un jour de repos entre les 2 compétitions et je me souviens que ce OK. jour-là, je me souviens que j'étais dans ma bulle, enfin, je me souviens à peu près de tout ce que j'avais fait cette journée-là, quoi. Et donc tu vois, j'avais dû aller faire un petit footing. Après, j'étais pas allée tirer, tu vois, entre les 2 courses parce que j'avais besoin, moi, de fraîcheur mentale. Et par contre, j'avais fait du home trainer en regardant, le film de Patrick Béraud là sur le fil des 4000 et de Magnin. Parce que, tu vois, j'avais besoin de m'évader et moi la montagne, c'est un truc qui m'a toujours, animée et donc de voir ça, je crois que ça m'a donné de la force, tu vois? Et après ce même jour, bah, j'ai fait beaucoup de visualisation. Voilà, je connaissais la piste par cœur, je savais, où c'est que ça allait se jouer et le tir, ouais, bah, de toute façon, je savais qu'il fallait que je fasse 20 donc si tu veux, j'ai visualisé
Et ce qui est drôle, c'est que, le à quelques minutes du départ, donc j'étais dans l'aire de départ et je me revois, bâiller, tu vois? En fait, j'étais totalement, décontractée. Mais en fait, OK. ça m'a surpris parce que moi j'étais j'étais d'une nature très anxieuse, tu vois? Et stressée, donc j'étais plutôt des athlètes qui ont la boule au ventre, limite à en vomir dans l'aire de départ, quoi. Et ce jour-là, ben non, j'étais totalement détendue et je m'en souviens parce que ça m'a marquée, je trouvais ça étrange et avec du recul, en fait, c'est juste que je pense que j'étais dans un état de flow, quoi. J'étais vraiment dans mon truc Mmh. et c'est une des rares fois, hein, parce que c'est quelque chose que tu contactes pas souvent, malheureusement, mais mais c'est cet état où tout est limpide, tout est à sa place et au bon ordre et en fait, je suis partie dans cet état d'esprit-là et derrière ça a déroulé, quoi. Waouh! C'est passionnant. C'est passionnant de voir, la puissance quelque part, de la visualisation et bon, j'en ai déjà parlé, mais ça me refait penser à nouveau à ce que nous disait Olivier, sur un épisode précédent où il expliquait que c'est, certainement lié au fait que en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre, la réalité et nos pensées. Hem et ouais, c'est juste fou de t'entendre dire, Bah, tu tu vois, vois, surtout le fait de bailler au départ, c'est ouais, ouais, sur un événement olympique, tu vois? Pour quelqu'un qui à la base est anxieux, c'est juste c'est fabuleux, quoi. bah, ouais, c'est que j'étais totalement, détendue et prête à Ouais. aller à la bataille, quoi. Mais, tu vois, cette histoire qu'il y a pas de différence entre, ce qu'on imagine et ce qu'on vit, ça me fait penser, tu vois, dans la manière dont je coach, en fait, j'utilise des enfin, c'est pas des outils, là, pour le coup, c'est des méthodes d'accompagnement, de questionnement qui permettent de passer, du réflexif, du cognitif, donc plutôt de l'analyse, au corporel. Et tu vois, OK. si je te parle d'une situation ressource, c'est une situation, dans laquelle, que tu as déjà vécue et où tu t'es senti bien, confiant, serein. Tu vois, certainement, il y a des situations comme ça qui se détachent d'autres parce qu'elles étaient vraiment puissantes. Tu vois, en allant les questionner, donc tu pars plutôt de quelque chose qui est réflexif, on parle d'une analyse, hop, et Mmh. de questionner, d'aller un peu plus dans le détail et de décortiquer cet instant-là. En fait, tu vas te rendre compte déjà de ce qui t'anime, ce que tu fais, quelles sont à ce moment-là tes compétences, tes croyances et tout ça. Et donc en fait, petit à petit, ça redescend dans le corps et il y a des sensations après qui viennent. Tu vois, si je te dis, quand tu es stressé ou anxieux, où est-ce que ça se manifeste dans ton corps? Ça, tu saurais le dire, Mmh. tu vois? Par contre, tu sais Ouais. pas forcément dire, quand tu es confiant et serein, ça se manifeste où, tu vois? Ou qu'est-ce qui Ouais, se passe ouais, pour c'est vrai. toi? Et du coup, d'aller revisiter ces expériences-là, et en fait, tu réimprimes dans ton corps cet état ressource. Et après par, la symbolisation, donc tu vois, il y a des choses après qui émanent et donc tu peux le symboliser à travers un dessin, par exemple et ça, c'est quelque chose qui te sert d'ancrage et après derrière, à force de recontacter cet état-là, finalement, tu viens programmer quelque chose qui Mmh. fonctionne pour toi. Et le simple fait de faire ça, ça souvent ça suffit pour aller, désinstaller, tu vois, le logiciel qui est Ouais. désuet ou voilà qui te convient pas, quoi. On rentre un peu plus là dans le détail du coaching, mais je trouve ça juste passionnant et on en faisait, moi j'avais commencé à en faire un tout petit peu avant de d'arrêter le haut niveau, pour mes études, en judo. Est-ce que toi, tu en avais des ancrages et des ancrages, nous on en avait, enfin on nous avait suggéré de commencer à réfléchir à des ancrages, physiques, tu vois? Donc toucher une partie, du bras par exemple ou le fait d'entrer sur le tatami, en mettant toujours le même pied d'abord, Mmh. tu vois? Ce genre de choses. Tu avais déjà toi ce genre d'outils quand tu étais, sur le circuit? Moi j'avais, en fait, au moment où j'arrivais sur le pas de tir, bon, c'est des choses que je décidais, la veille, où je me disais: «Bon, je vais switcher à tel endroit». Parce que selon le profil Ah, de la piste et du pas de tir, je me disais: «Là, en gros, je vais basculer en mode tireuse». Donc soit c'était plutôt un repère visuel, mais derrière je l'activais avec, des mots que je me disais et qui me permettaient d'être OK. dans le bon état d'esprit et donc je dirais que moi À mes voix enc haute? non, dans ma tête, mais ça OK. suffisait, hein. Et ouais, en fait, moi je pense que mes ancrages ils étaient plus, verbaux.
Si tu regardes maintenant avec du recul, le parcours d'un, Martin Fourcade, tu vois? Qui reste, au plus haut, enfin qui est resté pendant, je sais même plus combien de décennies au plus haut niveau. Tu et je crois que tu l'as côtoyé ou en tout cas, peut-être son frère, je crois, en compétition? Ou tu es rentré à fond romain en même temps que lui, non? En En même temps formation que de Martin. mémoire, en sport-études? Ouais, en même temps que Martin, ouais. Martin, ouais. OK. Oui, je le connais bien. Et tu dirais que c'est aussi le mental, qui fait la différence pour quelqu'un comme lui? Bah, alors, Dans la durabilité, justement? tu vois, pour casser le mythe, Martin, quand il était jeune, il avait vraiment un mental de chips. Et puis, OK. je m'amuse, je peux le dire maintenant parce qu'il a prouvé que ça va, il a su évoluer et non, mais c'est vrai que oui, quand il était jeune, bah, c'est quelqu'un qui, bah, si la course, elle commençait mal, en général, ça allait pas en s'arrangeant, quoi. Puis il y a un moment où, dans OK. sa carrière, il y a quelque chose qui s'est passé et je pense que vraiment il a décidé qu'il voulait faire du haut niveau et à Mmh. partir de ce moment-là, il a tout mis en place pour que ça arrive et faire ce qu'il a fait, avec la concurrence qu'il y avait, hein, parce que c'est pas comme s'il était, seul, quoi. Il a toujours eu de la concurrence pendant toute sa carrière, donc pas toujours les mêmes, hein, mais il a toujours eu, bah, des concurrents, bien sévères, quoi et lui, ce qu'il a fait, ouais, clairement, c'est grâce au mental, quoi, parce que, bon, Mmh. physiquement, c'est sûr, il était, super fort, mais arriver, à garder, cette qualité pendant, autant d'années, c'est vraiment exceptionnel. Enfin et sur ça, ouais, je pense que lui, ça serait intéressant, hein, de le questionner sur ça parce que je pense qu'il a réussi à trouver des ressources, mais, seul, hein, parce que Martin, c'est le genre de gars, qui fait tout seul, quoi. Et du coup, ouais, je pense qu'il a réussi à mobiliser ses ressources, d'une façon assez incroyable. Intéressant. Ouais. Ouais, j'imagine qu'à ce niveau-là aussi longtemps, c'est ce que tu disais quand on a commencé la conversation, en termes de durabilité, c'est compliqué de s'appuyer que sur le physique. Bah, écoute, qui sait? On va rêver, imaginons qu'un jour on est Martin Fourcade, on lui demandera, on lui demandera ça. Cool! Écoute, bah, merci beaucoup pour toutes ces explications sur, cette casquette de biathlète que tu as eue pendant un peu plus de 10 ans. Si on te laisse enfiler la suivante, celle de coach et accompagnatrice, moi je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a une thématique en particulier, dans tous les accompagnements que tu fais et les conférences que tu donnes, est-ce qu'il y a une thématique qui est, ta thématique de cœur? Alors je dirais, ça dépend, à quel public je m'adresse. En ce moment, ce qui me éveille ma curiosité et mon envie, c'est la notion d'écologie personnelle Mmh. parce que et je pense qu'elle s'applique vraiment à tous, mais c'est d'autant plus vrai, dans le monde de l'entreprise. Heu, Qu'est-ce que j'entends par écologie personnelle? C'est cette capacité, à avoir conscience de soi, de ses propres besoins et aussi du coup de les satisfaire. En fait, je me rends compte, qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne s'écoutent pas. Mais, je pense que pendant trop longtemps, ça a été, montré du doigt de s'écouter. «Ah, tu t'écoutes, mais en fait, c'est bien de s'écouter parce que ça permet de prendre la température de là où on en est, de ce que notre corps nous dit et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on n'a pas cultivé. En tout cas, on nous apprend pas à faire ça Mmh. et je pense concrètement que pour être en capacité de créer du lien, de la relation, et donc c'est ce qu'on demande, hein, dans une entreprise, on demande aux collaborateurs, de coopérer ensemble. Bah, pour faire ça, il faut déjà être bien avec soi-même. Comment on peut être dans la relation à l'autre si déjà on n'est pas en lien avec, nous-mêmes? Et donc ça part de soi et soi, bah, c'est, cette capacité à prendre soin, bah, déjà juste de la base, hein. La base, c'est quoi? C'est bien dormir, c'est respecter ses les 7 heures par nuit, 7 heures de sommeil. Bah, ça passe aussi par ce qu'on met dans notre assiette, ça passe par l'activité physique. Alors je dis pas, d'aller courir des marathons, mais déjà juste d'avoir, cette hygiène de vie-là, parce que notre corps, il fonctionne beaucoup mieux, heu notre cerveau, fonctionne beaucoup mieux si notre corps, bah, lui, il est en forme.
Et je pense qu'on a oublié que notre corps est notre maison et qu'il faut bien l'habiter. Enfin, et voilà, et donc aujourd'hui, moi, c'est vraiment ces messages-là que je développe et je sens surtout que ça fait écho, ça résonne parce qu'on s'est totalement oublié là-dedans. Donc voilà, ça, c'est vraiment le sujet qui m'anime particulièrement, bah, je dirais depuis une année. Et puis, quand je coach davantage dans le sport, euh, moi j'aime bien, enfin, j'ai pas quelque chose qui m'anime en particulier, mais je trouve toujours chouette quand je vois des personnes qui d'un coup tiltent et prennent conscience que ce qui paraissait être compliqué ou inatteignable, bah, finalement se simplifie. Et c'est ce que j'aime parce que le coaching permet ça, il permet de mettre de la clarté. Donc c'est d'un coup quelque chose Mmh. qui est tout, c'est un peu le brouillard, c'est confus, bah, ça devient très clair, limpide et du coup l'action est beaucoup plus facile et accessible. Et donc Sans nous donner, j'aime voir les personnes pardon. d'un coup là quand elles prennent conscience de ça. Ouais, ah bah, ça c'est clair, mais et justement, j'allais te demander, sans forcément évidemment nous donner de nom pour respecter la confidentialité de ta pratique, mais est-ce que tu aurais un exemple, peut-être plus concret pour que les gens qui sont pas forcément familiers du coaching se rendent compte des changements que ça peut déclencher, en tout cas dans le sport? Bah, dans le sport, qu'est-ce que j'ai eu récemment? Alors j'aime bien, j'ai l'exemple d'un coureur cycliste, bah, lui qui, en fait, il voulait, sa demande, c'était enfin, il y en a beaucoup qui sont quand même traumatisés, par les descentes sur route mouillée. Ça fait peur, Ouais, et ouais. à raison parce que si tu te mets une tarte, ça peut vraiment faire mal, quoi. Et donc lui, il avait envie de travailler, sur cet aspect-là et en fait, ce qui était assez drôle avec lui, c'est on avait déjà bien travaillé et puis, après une course, hein, une des premières courses de la saison, il revient en séance, il me dit: «Mais en fait, pendant la course, j'ai compris que je me crée mes propres peurs». Et en fait et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il se serait laissé, embarquer dans la peur et que d'avoir travaillé, sur le sujet, ça lui a permis, en situation, de prendre la distance et donc là, c'est la hauteur, c'est cette fameuse, position, en en métaphysique là, position où tu te mets Mmh. au-dessus de toi et en fait, tu vois ce qui est en train de se jouer et en fait, quand tu en es là, c'est beaucoup plus facile après de rectifier, la trajectoire, tu vois? Et donc pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment ce truc-là, c'est d'arriver par, une meilleure compréhension de ce qui se passe pour toi. Et ben après, en temps réel, d'avoir la juste distance pour voir que tu pars dans ton délire et du coup d'avoir aussi les outils pour revenir dans l'axe. OK, Est-ce que c'est super clair? intéressant et ouais, 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 bah, moi, c'est vrai que ça me parle. Je suis en train de réfléchir pour des gens qui seraient, peut-être moins familiers, du coaching. J'allais dire, je peux te donner un exemple, très concret et donc là, c'est Ouais, avec, des biathlètes. Donc tu vois, j'accompagne, des biathlètes et puis, en fait, moi, je questionne toujours sur, bon, OK, quand tu arrives au pas de tir, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, souvent la personne va dire: «Bah, en fait, je m'installe et je tire». Ouais, OK, mais juste avant, alors entre le moment où tu t'installes et tu tires, qu'est-ce qui se passe? Alors tu vois, en fait, ça les oblige à rentrer, dans une meilleure conscience et de dire: «Attends, oui, effectivement, on va décortiquer». ouais. Donc c'est une pelote de laine que tu détricotes et du coup, d'identifier: «OK, oui, bah, je prends ma carabine comme ceci, donc voilà, ça, c'est important, le truc» et en fait, eux, ils vont me dire des choses qui, pour moi, ne parlent pas, alors que j'ai fait le même sport qu'eux, tu vois? Mais parce que voilà, c'est vraiment propre à eux, à, leur Leur perception du schéma, ouais. tir et du coup, ça permet après de retenir, 2-3 points techniques et en fait, derrière, c'est des choses qu'ils peuvent appliquer à l'entraînement jusqu'au moment où, bon, c'est bien ancré, ça fonctionne et l'étape suivante, c'est d'arriver à concrétiser en compétition avec, tous les aléas dont je t'ai parlé.
Mais du coup, voilà, c'est un exemple concret de l'accompagnement, c'est ça, c'est finalement de venir, questionner pour, décortiquer des situations, qui fonctionnent, mais dont on se rendait même pas compte. Mmh. Ouais, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que c'est ça, en tout cas dans le sport, c'est aider les personnes que tu coaches à conscientiser un certain nombre de choses qu'ils faisaient, par réflexe ou Mmh. sans vraiment les avoir analysées plus que ça. Voilà et après, c'est vrai que, tu vois, quand j'accompagne des dirigeants ou des managers, là, on peut être aussi dans les savoir-faire, les compétences, mais, bien souvent, je vais déjà, essayer d'aller questionner le contexte, hein, contexte global, familial, Ouais, perso, en entreprise, qu'est-ce qui se passe? Et voir du coup, s'il y a des points de tension et du coup, comment les éviter? En tout cas, comment faire en sorte de rétablir un équilibre? Donc là, souvent, on va aller travailler plus sur la sphère personnelle, hem et ça va souvent tourner autour, de, bah, trouver le juste équilibre entre, je prends, quand même du temps pour moi et je suis aussi efficace dans ce que je fais dans mon boulot. Donc, tu vois, mmh, on va être plutôt sur des thématiques comme ça et après ça va être aussi des ouais, thématiques managériales sur, bah, voilà, comprendre, mes propres fonctionnements. Moi, comment je fonctionne quand je suis efficace, en tant que manager, en tant que patron. Mais du coup aussi, être en capacité de dire: «Attends, quels sont les profils de mes collaborateurs?» et du coup, comment je vais pouvoir m'adresser à eux pour, les embarquer aussi dans l'aventure. Tu vois? Donc c'est, aussi, OK, ouais. avoir une meilleure conscience parce que oui, ben, bah, tu vois, vendredi dernier, j'étais, en conférence, avec, justement, bah, des cadres, d'une entreprise et je leur disais: «En fait, faut juste vous dire que vous, vos aspirations professionnelles et vos attentes, bah, elles ne seront pas les mêmes auprès de vos collaborateurs». Donc c'est déjà avoir conscience de ce gap-là et du coup, par rapport à ça, bah, comment justement vous allez réussir à aller les chercher, à les stimuler, à faire aussi qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Mmh. C'est intéressant cette notion d'épanouissement et du coup, ça m'amène à la question suivante. Là, tu nous as bien parlé bah, en 1re partie du biathlon, on a enchaîné avec le coaching. La question que je me pose, en fait, c'est en introduction, tu as expliqué que, tout s'est arrêté, en tout cas ta 1re vie s'est arrêtée, à Sotchi, où, bah, tu as fini ta course, tu pas fini la course. Et la question que je me pose, c'est avec du recul, qu'est-ce qui fait selon toi que tu as eu la capacité intuitivement de développer des outils, de visualisation comme ceux que tu nous as décrits, mais de l'autre, que visiblement il y avait cette déconnexion entre, hem, bah, ta réalité de sportive en biathlon et tes aspirations profondes, qui auraient pu, enfin, ce qui pourrait expliquer le burn-out? Bah, en fait, c'est clair que pendant, la première partie de ma carrière, j'étais, vraiment dans cet état d'esprit où, j'étais curieuse, j'apprenais, j'avais pas d'a priori et donc j'étais dans l'élan, naturel des choses donc en fait, bah, j'arrivais à m'adapter et à vraiment être au feeling, à sentir et puis, Mmh. je pense qu'il y a un moment dans ma carrière où, bah, j'ai pas su, négocier, des étapes clés et là, c'était, bah, du côté de ma vie, perso, en fait, parce que, bah, j'étais en couple avec, un biathlète avec qui, justement, on avait bâti notre projet, autour du sport. Bon, ce qui nous a réussi puisqu'on a décroché chacun, des médailles à Vancouver, donc c'était top, c'était la belle histoire, mais il y a un moment où, bah, on s'est fait rattraper, par une réalité qui était que, bah, on n'était pas vraiment en phase, dans nos conceptions des choses et donc ça nous a amenés à nous séparer et en fait, l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis pas, j'ai pas remis mon système de fonctionnement en question et bon voilà, OK. j'avais 22 ans ou je sais pas, ouais, par là, donc c'est délicat, quoi, enfin, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas assez de recul, enfin et de maturité et donc je me suis laissée guider, je pense par un réflexe naturel qui est la peur et donc je suis restée sur des schémas qui avaient fonctionné jusque-là. Mais en fait, jusque-là, ben, j'avais D'accord. un autre équilibre et donc là, c'est comme si à ce moment-là, j'ai perdu un équilibre, mais que j'ai rien fait pour, trouver vraiment bien faire les choses, on va dire et donc bah, Mmh. petit à petit,
voilà, je pourrais pas je pense qu'en vrai, c'est déjà, bah, le côté émotionnel qui a été, fortement impacté, parce que c'est pas rien, enfin une séparation, ça laisse toujours des traces et donc ça, je l'ai pas digéré, derrière, j'ai enfin voilà et l'accumulation des choses a fait que, bah, à un moment donné, mon physique, il a saturé et et ça, finalement, c'est, un phénomène, qu'on rencontre tous, dans nos vies puisque la vie, c'est une succession de cycles, donc il faut apprendre à jouer avec ces cycles-là, des hauts, des bas, voilà, quelqu'un qui a une vie linéaire, je dis enfin, bah, soit il passe sa vie dans son canapé ou je sais pas, mais c'est pas normal, quoi, donc après, c'est accepter ça aussi et c'est vrai que, moi, à ce moment-là, bah, c'est des notions, je suis au début de ma vie, je je voyais pas Ouais, du tout ce qui se jouait, quoi et c'est pour ça qu'après coup, en ayant bien, bah, bien analysé tout voilà, les différentes étapes, bah, j'ai pris conscience de ça et donc oui, à ce moment-là, c'est clair que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait aidé à faire le point et du coup à prendre un peu de hauteur, à redistribuer les cartes et voilà, à y voir plus clair, bah, je pense que j'aurais gagné du temps. Mais et à la fois, je ouais. suis dans l'état d'esprit, bah, voilà, pourquoi j'ai réussi à transcender cette, expérience, à Sotchi, alors que voilà, j'aurais pu rester au fond du sachet, comme on dit. Mais non, je me suis dit: «C'est pas mon tempérament» et là, en fait, j'ai déjà perdu du temps, donc maintenant il faut vraiment que j'optimise et que je transcende cette expérience en quelque chose, de positif. Et donc voilà, ça après c'est je pense que c'est aussi, c'est lié à mon état d'esprit, à comment j'ai été élevée, voilà, je pense que, je suis plutôt, bah, quelqu'un qui voit toujours, qui regarde devant. Alors, maintenant j'apprends aussi à faire Mmh. des stops et à regarder aussi ce qui a été fait parce que je trouve que c'est toujours vertueux et ça je c'est dans les pensées, tout à l'heure tu parlais des croyances limitantes. Bah, tu vois, moi j'avais cette croyance de dire quand tu regardes derrière, c'est que tu te suffis un peu, quoi. Et en fait, non, je trouve que c'est vertueux de prendre des moments d'arrêt et de dire: «OK, j'ai été capable déjà de faire tout ce chemin-là» et en fait, en faisant ça, c'est une façon d'ancrer, ce qui a été fait et ça, c'est important parce que d'ancrer, tous ces points d'apprentissage et d'évolution, ça permet aussi de développer, la confiance et l'estime de soi donc c'est hyper important mais c'est vrai que bon, il faut un peu de maturité, d'expérience pour arriver à faire ça. Mmh. Ouais, ouais, clairement, c'est sûr. Waouh! Écoute, on arrive déjà à la fin, je suis en train de regarder, on arrive déjà à la fin de la conversation. C'est ju enfin, juste passionnant tous ces sujets, le lien entre le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, enfin, le monde de l'entreprise, tes activités de coaching, c'est juste passionnant. Est-ce qu'il y aurait peut-être, j'avais prévu de te demander, bon, faut définitivement que je trouve un autre type de question parce que quel conseil tu aurais à donner? Ça devient trop classique, mais du coup, ça tombe bien puisque, tu coaches des gens, donc il y a très certainement un paquet d'outils que tu utilises pour les aider à prendre conscience, à trouver les solutions qu'ils ont déjà en eux. Hem, En ce moment, et ça sera ma dernière question, en ce moment avec le confinement, l'incertitude générale, la morosité ambiante et cetera, j'imagine qu'il y a un paquet de gens qui, bah, aimeraient pouvoir, tu vois, se reconnecter à des moments, passés positifs. Quel outil est-ce que tu conseillerais? Quel outil facile à mettre en place, en toute autonomie sans forcément avoir besoin d'un coach? Quel outil est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditrices, auditeurs, bah, pour commencer un travail de réflexion autour de l'ancrage, par exemple? Alors, bon du coup, je vais aller un peu plus loin, mais, parce que c'est important, mais je vais déjà répondre à cette question-là. Je pense que c'est important de pouvoir se poser et c'est vraiment ça, c'est se poser et poser les choses sur, dans la matière, donc sur du papier et je trouve qu'il y a vraiment des vertus, à l'écriture. Parce que d'écrire, ça vient imprimer, des choses et du coup de pouvoir, s'autoriser à être, oui, à être fier de soi, de ce qu'on a accompli et donc peut-être Mmh. déjà de noter, des expériences qui, bah, dans lesquelles, vous vous êtes senti à votre place et vraiment à votre place, ça veut dire vous avez été confiant, que vous sentiez vraiment, impactant et après voilà, chacun après le situe où il veut, mais c'est en tout cas ces situations où, vous êtes senti heureux, confiant, serein
Et à partir de ces moments-là, peut-être de voir qu'est-ce qui vous a permis. Donc là, on va dire, c'est la finalité. Et du coup, avant, qu'est-ce que vous avez mis en place pour en arriver là? Donc là, c'est davantage faire le point sur les compétences, les savoir-faire, les talents qui ont été des sources, des ressources pour justement aboutir à cette situation-là. Et le deuxième point que j'aimerais partager, c'est se dire, ok, on est dans un contexte, oui, clairement, qui est morose. Euh, c'est, ça peut être vite déprimant, en fait, parce que oui, le contexte est tendu, c'est clair. Euh, N'empêche que bah, c'est déjà assez compliqué comme ça et il faut arriver, malgré tout, à se faire du bien. Et se faire du bien, euh, je parle pas, il n'y a aucune valeur financière là-dedans. C'est juste revenir à des petites choses qui vous font du bien. Moi, par exemple, là, juste avant notre entretien, bah, j'ai pris le temps d'aller promener 1 heure dans la forêt. Voilà, il a neigé, c'est génial. Bah, ça me coûte rien, ça me coûte juste d'avoir le courage, entre guillemets, de prendre 1 heure, parce que oui, alors vous avez toujours 10 000 bonnes raisons de faire autre chose, mais en fait, vous êtes les personnes les plus importantes pour vous. Et, et Mmh. donc, si vous ne Ouais. faites pas ça pour vous, personne ne le fera pour vous et à votre place. Donc, c'est prenez le temps et osez vous faire du bien. Et c'est pas parce qu'on vous dit que c'est tendu, que c'est compliqué et tout, qu'il faut continuer à se mettre des coups de fouet. Donc, voilà, si vous aimez lire, ben, prenez 15-20 minutes pour bouquiner. Voilà, c'est OK de se faire du bien. Et en fait, quand on fait ça, on se rend service parce que derrière, on réfléchit mieux. Et donc, on va plus facilement entrevoir les petits rayons de soleil qui nous permettront d'aller vers des situations plus agréables. Et donc, c'est vraiment cette idée de garder du positif plutôt que de toujours regarder ce qui est lourd, ce qui fonctionne Ouais. pas, ce qui est compliqué. C'est un super conseil. D'ailleurs, je mettrai ça en description de l'épisode, mais enfin, j'ai lu ton article, un de tes articles sur ton site, justement où tu parles de ça, du fait de prendre du temps pour soi, Mm. et en pratique comment faire ça, et cetera. Donc j'ai trouvé ça, ouais, super intéressant. Si les gens veulent, bah, pourquoi pas potentiellement, te contacter pour du coaching, est-ce que tu te concentres pour le moment principalement sur des sportifs de haut niveau ou, pas uniquement? Non, j'ai 50% de mon activité de coaching qui est orientée plutôt sport et l'autre moitié qui est orientée voilà, sur bah, les personnes qui ont envie d'entreprendre cette démarche-là. Donc, non, moi, OK. je suis totalement ouverte parce que de toute façon, l'humain est passionnant. Et voilà, je suis pas élitiste, hein. Je fais beaucoup d'un sport de haut niveau parce que c'est le sport qui est venu à moi, mais au départ, je ne voulais pas faire dans le sport. Et alors, c'est ce qui est paradoxal. Puis après, je me suis dit, oh, si, c'est quand même sympa. Et non, non, vraiment, voilà, vous êtes tous les bienvenus. J'ai un site internet, donc Ouais, marilaure-brunet.com. Et après, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc vous me trouverez facilement. génial. Bah, je mettrai tout ça, en description de l'épisode. Un immense merci, Marie-Laure. C'était juste, passionnant de t'écouter partager, ton parcours, mais surtout les enseignements que tu en as tirés et comment ça a, contribué, en tout cas, fait en sorte que, bah, tu te réorientes sur une voie, qui semble te correspondre parfaitement, parce que quand on parle, on sent la passion, et l'intérêt pour tout ce qui touche au développement personnel. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour tous ces partages et écoute, je te souhaite, tout le meilleur pour la suite, plein de clients, en coaching et des formations toujours plus intéressantes les unes que les autres. Bah, merci beaucoup Loïc, c'était un vrai plaisir. J'ai passé un bon moment justement à échanger avec toi, donc merci pour ça. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré, pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso.
Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!